Bienvenue à tous. J'ai déjà présenté deux sortes de yokai sur ma chaîne, les Yule et Yuki-onna. Mais au fait, c'est quoi un yokai? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Depuis les temps reculés, les yokai sont considérés comme des êtres funestes, répandant le mal autour d'eux. Dans les croyances et traditions, les yokai sont censés effrayer les humains, voire les tourmenter dans certains cas. De manière générale, on décrit ces créatures comme hostiles envers les hommes, et possédant de puissants pouvoirs magiques. Si certains se contentent de farces sans conséquence, d'autres font souffrir 1000 tourments à leurs victimes, que ce soit en provoquant des maladies, des sécheresses ou en les hantant, allant jusqu'à les rendre fous ou les tuer de façon sordide. Mais dans certains cas, en fonction du yokai et des actions des humains, ils peuvent porter chance, venir en aide à une personne en difficulté, ou faire preuve d'une grande gratitude envers ceux qui les aident. Ça va du petit yokai qui s'amuse à cacher des objets, le démon qui massacre des villages entiers rien que pour le plaisir, le kitsune qui apporte de la nourriture pour remercier de l'avoir soigné, à la Yuki-onna qui tombe amoureuse d'un humain. Leur comportement peut vraiment être très varié. On peut quasiment dire qu'ils sont aussi variés que les humains. Le mot yokai se compose de deux kanji. Le premier peut signifier attirant ou calamité. Quant au deuxième, il peut signifier apparition, mystère ou suspect, et désigne de manière générale toutes les créatures du folklore japonais, que ce soit des monstres, des démons, des fantômes, des esprits ou autres apparitions. À la place de yokai, les japonais utilisent également de nombreux synonymes, comme ayakashi, mononoke ou mamono. Dans le langage courant, on retrouve beaucoup ubaki, qui se rapporte généralement plus aux fantômes et spectres, ainsi que bakemono, qui a plus le sens de monstre. Comme dans de nombreux peuples anciens à travers le monde, des yokai personnifiaient des phénomènes inexplicables, qui paraissaient alors surnaturels. Ils étaient ainsi donnés responsables de nombreux maux, typiquement les maladies, accidents ou catastrophes naturelles. Ils servaient alors à trouver une cause à des événements que l'on ne pouvait pas encore expliquer. C'est un peu les francs-maçons reptiliens de l'ancien temps. Mais ils ne sont pas tous là uniquement par superstition. Nombre de légendes et de mythes avec des yokai ont un but instructif, moralisateur ou voulant inculquer des valeurs. Il existe une très grande variété de yokai, et leur aspect est tout aussi varié. Bon nombre ont des attributs d'animaux, ou prennent même totalement l'apparence d'un animal. D'autres ressemblent à nos démons, d'autres encore prennent la forme d'un objet, quand d'autres n'ont tout simplement aucune forme définissable. Certains sont même quasiment indiscernables des humains, pour pouvoir mieux nous tromper, ou se fondre parmi nous. D'ailleurs, certains yokai étaient à l'origine des humains ordinaires, mais se sont transformés en monstres à cause de leurs mauvaises actions ou d'émotions extrêmes. Comme par exemple Kiyohime, une femme éconduite et jalouse, qui se transforma en serpent pour poursuivre son ancien amant. L'historien japonais Tsutomu Emma a passé une partie de sa vie à étudier la littérature et les peintures représentant les yokai, et les a divisés en catégories. 5 catégories basées sur la vraie forme du yokai, humain, animal, végétal, objet ou naturel. 4 catégories selon la source de la mutation, liées à ce monde, liées à la spiritualité ou au mental, liées à la réincarnation ou liées à la matière. 7 catégories basées sur l'apparence extérieure, humain, animal, végétal, artefact, construction et bâtiment, objets, phénomènes naturels et divers. Et pour finir, les yokai entrant dans plusieurs de ces catégories. Leur comportement varie tout autant. Alors que certains se comportent comme des bêtes sauvages, d'autres poursuivent inlassablement la même action ou routine. Une partie non négligeable sont tout de même capables d'émotions et possèdent une véritable personnalité. Les yokai ont également divers pouvoirs surnaturels, qui vont du contrôle de la météo à l'invisibilité. Mais le pouvoir le plus courant reste la métamorphose. Parmi les nombreuses sortes de yokai, les plus courantes sont les suivantes: les types monstres, les démons, les animaux métamorphes, tels les tanuki, kitsune et bakeneko. Certains yule, comme le luku lukubi ou la futakuchi-onna, les tsuku mogami, qui sont des objets qui ont reçu une âme lors de leur 100e anniversaire, et même certaines divinités locales, comme le tengu. D'ailleurs, la frontière entre divinité et yokai peut être extrêmement floue.
Un yokai maléfique dans une région du Japon, peut-être une divinité protectrice dans une autre. Les croyances autour des yokai trouvent leur source dans la culture animiste des premiers habitants du Japon. Comme dans de nombreuses civilisations anciennes, ils servaient à justifier des phénomènes alors jugés surnaturels. Une mauvaise récolte, c'est à cause des yokai. Une maladie soudaine, c'est à cause d'un yokai. Un orage violent, encore un yokai. Un mari infidèle, il a été trompé par un yokai. Des histoires surnaturelles d'humains rencontrant des yokai sont également partagées. Ces légendes et récits sont alors transmis à l'oral au fil des générations. Elles restent cependant très localisées géographiquement. La première mention écrite du terme yokai nous vient du Shoku Nihongi, écrit en 772. Il est indiqué qu'une purification shinto est réalisée car des yokai apparaissent très souvent à la cour impériale. Le mot yokai ne désigne pas encore une chose ou une créature en particulier, mais les phénomènes étranges en général. Dans les notes de chevet de ces shonagon du XIe siècle, il est noté qu'il y a des mononoke tenaces. C'est la première apparition du terme mononoke. Durant la période Heian, des recueils d'histoires de yokai et d'autres phénomènes surnaturels sont publiés. Le Kojiki, le Nihonshoki et diverses Fudoki racontent alors les légendes des temps anciens. Les yokai qui apparaissent dans ces œuvres sont ainsi transmis aux générations suivantes. Cependant, si la littérature autour des yokai se développe, ils n'ont pas encore de représentation visuelle. Même s'il y a des peintures bouddhistes, telles le Parchemin des Enfers du XIIe siècle, où l'on peut voir des représentations de yokai, ils sont très peu accessibles à la population. C'est à partir de la période Muromachi que l'aspect visuel des yokai commence à se créer. Si certaines de ces œuvres ont également un but religieux, d'autres sont principalement destinées à divertir. À partir de là, les yokai sont de plus en plus considérés comme des sujets de divertissement. Ainsi, les représentations de yokai commencent à se normaliser, se transformant en caricatures, et voyant leur nature maléfique s'adoucir au fil du temps. Mais c'est durant la période Edo que la plupart des mythes et légendes de yokai prennent leur forme définitive à travers l'ensemble du pays. La période Edo est culturellement très riche. C'est à cette époque que la technologie de l'imprimerie et de l'édition ont commencé à être largement répandues. Les yokai étaient également très fréquemment représentés sur les ukiyo-e, un style d'estampe typique de la période Edo. Des artistes comme Utagawa Kuniyoshi, Kawanabe Kyosai et Okuzai ont dessiné des yokai populaires. Ainsi, les représentations de yokai, qui étaient avant uniquement visibles dans les temples et les sanctuaires, ont pu devenir familières au peuple. Cette mise en avant des yokai a plusieurs effets. Les mythes et l'aspect des yokai tendent à se standardiser pour correspondre aux attentes du public, alors qu'avant il était courant qu'un même yokai soit perçu totalement différemment d'une région à une autre. On estime également que cela a fait que même si à la base il s'agissait de créatures monstrueuses qu'il fallait craindre, les gens sont venus à se sentir plus proches des yokai. Alors même que l'on a l'habitude de dire que les yokai sont des créations venant des temps reculés pour expliquer des choses qui paraissent alors surnaturelles, paradoxalement, alors que la science et la technologie se développent, on voit apparaître de plus en plus de sortes de yokai, alors que de moins en moins de choses paraissent surnaturelles. La raison est très simple, ils servent désormais à divertir. Aux côtés de yokai nés de légendes populaires antiques, de nouveaux yokai sont créés pour raconter de nouvelles histoires divertissantes, inconnues du grand public. On retrouve ainsi des histoires d'horreur, des récits d'aventure, des comédies, et même des romances entre humains et yokai. Aujourd'hui, certains de ces yokai se confondent avec le folklore traditionnel. Avec la restauration de Meiji, les traductions de publications et l'idéologie occidentale commencèrent à avoir un impact significatif sur la société japonaise. On assiste alors à un mélange des genres. Par exemple, les Binbogami et Shinigami sont inspirés de l'ouvrage des frères Grimm, Godfather Death, et de l'opéra italien Crispino. En même temps, la culture et le folklore traditionnel japonais perdent en attrait. De nombreuses traditions et histoires légendaires sont ainsi définitivement perdues. La société vit désormais à une époque de science, et les yokai et autres superstitions n'ont plus leur place. Heureusement, dès la fin de la période Edo, des auteurs et artistes jouèrent un rôle crucial pour protéger de la disparition de vastes pans de la culture populaire japonaise traditionnelle.
Après avoir été en danger d'oubli, les mythes autour des yokai retrouvèrent un nouveau souffle, grâce au développement de nouveaux divertissements, du kamishibai d'avant-guerre à l'industrie du manga, en passant par la télévision et les jeux vidéo. Les yokai sont aujourd'hui profondément implantés dans la culture populaire japonaise. Dans certaines régions, ils sont même devenus des attractions touristiques, permettant un redynamisme bienvenu. C'est par exemple le cas des lieux décrits dans le Tono Monogatari, à Tono, préfecture d'Iwate. La modernisation de la société a évidemment un impact important sur la perception des yokai. Nombre d'entre eux proviennent de temps lointains et font rappel à des objets et modes de vie des anciens. En résultat, un japonais moderne ne comprendra pas forcément à quoi fait référence à la base tel ou tel yokai. Surtout, cela leur retire tout aspect réaliste. Tout comme à l'époque Edo, on a alors vu apparaître de nouveaux yokai, cette fois encore, principalement sous l'influence d'artistes, comme par exemple Arifumi Sato, avec son yokai Daizukan en 1973, ou du mangaka Shigeru Mizuki, qui a lui-même créé pas moins de 30 nouveaux yokai, à travers Gegege no Kitaro, manga qui mélange yokai classiques et d'autres totalement inspirés par Shigeru. Le tout dans le cadre du Japon de la seconde moitié du XXe siècle, le manga étant publié de 1965 à 1986. À partir des années 70, apparaît également ce que l'on nomme les légendes urbaines. Kuchisake Onna ou Hanako-san font partie des yokai modernes de ces nouvelles légendes qui ne se déroulent plus dans l'antique campagne japonaise, mais dans les rues des grandes villes du Japon d'aujourd'hui. Ces histoires ne sont pas non plus l'œuvre d'auteurs ou d'artistes, mais se propagent dans la société par le bouche à oreille, puis sur internet, sans que l'on ne sache vraiment d'où elles viennent à l'origine. On peut ainsi dire que ces légendes urbaines et leurs créatures sont ce qu'ont pu être les histoires de yokai dans les temps anciens. Certains ont critiqué l'invention de nouveaux yokai, reprochant le fait qu'ils ne reposaient sur aucune tradition ou légende. Mais étant donné que les artistes de l'époque d'Edo avaient fait exactement la même chose, il n'y a pas vraiment de sens à de telles polémiques. De plus, il est considéré que l'apparition de nouveaux yokai dans les livres a nourri la créativité et le développement émotionnel des jeunes lecteurs. Grâce à tout ça, les histoires effrayantes et fascinantes de yokai continuent à parcourir l'archipel et faire vivre un riche folklore. Influençant des œuvres désormais mondialement connues, ils sont même sortis des frontières du Japon, devenant des ambassadeurs de la richesse du folklore japonais à travers le monde. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like, et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.